Bienvenue à tous, nouvelle édition de Questions d'actu rétrospective 2022. Retour aujourd'hui sur le discours du roi Mohamed VI prononcé à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Un anniversaire qui commémore une épopée qui symbolise l'unité, la solidarité entre le roi et le peuple et la souveraineté de la patrie, des acquis qui ont permis de parachever l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et la récupération des provinces du Sud. D'ailleurs, la souveraineté du Royaume sur son Sahara était au cœur du discours royal du 20 août 2022, un discours dans lequel le souverain a rappelé la place centrale qu'occupe le dossier du Sahara marocain dans les priorités du Royaume. Le souverain a également souligné à quoi s'attend le Maroc des pays frères, amis et partenaires dans ce dossier stratégique. Dans son discours adressé à la nation à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, le roi Mohamed VI a aussi appelé à impliquer davantage les Marocains du monde dans le processus de développement, car selon le souverain, le Maroc a besoin de tous ses enfants et de toutes les compétences établies à l'étranger. Pour revenir sur ces deux grands axes du discours du roi Mohamed VI du 20 août 2022, j'ai le plaisir d'accueillir en direct Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue, et Zakaria Boudahab, professeur des relations internationales, Université Mohamed V de Rabat. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à vous. On commence avec le premier axe du discours royal, qui est aussi le premier axe de cette émission, le dossier du Sahara marocain. Je commence avec vous, professeur Zakaria Boudahab. De nombreux pays influents, des partenaires du Royaume du Maroc, comme les États-Unis en l'occurrence, c'est un pays aussi qui connaît très bien la question du Sahara marocain, comme l'Espagne, ont manifesté leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, considérée comme la seule voie possible aujourd'hui pour le règlement de ce conflit régional artificiel d'ailleurs. Zakaria Boudahab, peut-on qualifier ces deux positions de tournant dans la question du Sahara ? On va dire oui, c'est un tournant, mais c'est aussi une consolidation. Les États-Unis déjà, vous savez, avant le discours de Sa Majesté le Roi du 20 août 2022, soutenaient sur le plan budgétaire le développement des provinces du Sud, depuis longtemps d'ailleurs, même du temps de M. Barack Obama. Et on peut dire que le Maroc a engrangé ce qu'il a investi en termes d'engagement sur le plan, par exemple, de la lutte contre le terrorisme, la coopération sécuritaire. Je parle bien entendu des États-Unis. Et donc, M. Donald Trump, on va dire, qui était président à l'époque en décembre 2020, n'a fait qu'acter, à mon sens, un investissement tous azimuts que le Maroc avait lancé dans cette direction-là. Et évidemment, cela avait constitué un catalyseur à d'autres ou pour d'autres réactions similaires. L'Espagne, oui, je crois qu'il s'agit quand même d'un tournant assez important. Pourquoi ? Parce que d'abord, historiquement, l'Espagne est, on va dire, le grand responsable de cette affaire artificielle depuis son établissement au Sahara marocain en 1884, c'est-à-dire à la veille de la conférence de Berlin de 1885, qui a dépecé pas mal de pays, notamment de l'Afrique en général et de l'Afrique subsaharienne en particulier. L'Espagne aussi était présente dans le cadre de l'accord tripartite de Madrid de novembre 1975, qui a été conclu à la suite de la marche verte. Et donc aujourd'hui, nous sommes effectivement d'abord dans une sorte de légitimation, puisque la cause du Maroc est légitime et légale. Donc on ne fait que tout simplement réajuster le tir et corriger une situation qui, moi, en tant que juriste, je dirais une sorte d'anomalie juridique, que ce soit sur le plan de l'ONU, que ce soit sur le plan diplomatique. Et cela, de toutes les manières, constitue pour nous un gain diplomatique que le Maroc a bien fructifié. Nous attendons que d'autres pays aillent dans la même direction, notamment les pays qui pèsent au niveau des relations internationales. On va en parler plus tard. Et dans le même sens, Mustafa Shimi, le souverain, a évoqué la position des États-Unis qui est restée constante, on le souligne, même après le changement de l'administration américaine, bien entendu. Le roi Mohamed VI a aussi salué la position claire et responsable de l'Espagne, un pays voisin qui connaît parfaitement bien l'origine et la véritable nature de ce conflit. Qu'en pensez-vous ? Vous avez raison de le relever avec cette nuance, si vous le permettez, entre la position américaine et la position espagnole.
La position américaine était une position de soutien. Il y a des relations privilégiées, un partenariat d'exception, une coopération militaire, sécuritaire, qui donne d'excellents résultats et dont les deux pays se félicitent. Mais il n'y avait pas eu le basculement diplomatique qui est intervenu donc avec la décision de l'ancienne administration Trump de reconnaître la marocanité des provinces sahariennes. C'est pour moi un acte historique de grande ampleur et qui a modifié les termes de référence de l'appréhension de la question nationale au plan international. Je crois que c'est extrêmement important. C'est un atout majeur qui a pesé dans ce sens et qui a contribué à consolider davantage la position marocaine à l'international, au Conseil de sécurité, devant d'autres instances. La différence avec la position de l'Espagne, c'est que la position américaine est venue par suite d'une maturation de l'administration Trump, et ça a été d'ailleurs repris par la nouvelle administration Biden, malgré un certain nombre de manœuvres et de gesticulations de propagande du pays voisin, etc. J'y reviens pas. C'est acté, la position de l'administration Biden est celle de l'administration Trump, et c'est une position de politique étrangère, réitérée d'ailleurs par Anthony Blinken, secrétaire d'État, par le président Biden, etc. La différence avec l'Espagne, c'est que la normalisation et la nouvelle approche de Madrid est venue suite à une tension. Il y a eu une tension forte, vous le savez, depuis avril 2021, qui a conduit donc à une crise dans les rapports bilatéraux. Et il a fallu les décisions du gouvernement Sanchez, chef de l'exécutif espagnol, en avril, qui est venu, qui avait envoyé un message d'abord, qui a été reçu ensuite par Sa Majesté le Roi, pour que enfin, l'Espagne répare une injustice historique, le fait qu'elle gérait plutôt une position ambiguë qui ne satisfaisait pas l'Espagne, d'autant que le Maroc est extrêmement sourcilleux à cet égard, parce que s'il y a un pays qui connaît bien le dossier des provinces sahariennes, c'est bien l'Espagne, puisque c'est l'ancienne puissance occupante, vous le savez. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de cette année à une situation diplomatique confortée, consolidée, attestée par le vote de la résolution 2654 du Conseil de sécurité le 27 octobre dernier, et je crois que c'est extrêmement important. Et il faut y ajouter sur ce plan-là des avancées avec une sorte d'effet domino, si je puis dire, qui s'est vérifié avec la position d'autres pays, les Pays-Bas, d'autres pays d'Europe centrale, etc. Et puis, deuxième niveau de consolidation, c'est tout ce qui est fait au niveau de la création et de postes consulaires dans les provinces aériennes, à Dakhla et à Laayoune. On aura l'occasion d'en parler, professeur Srimi, plus tard. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Donc, je conclus simplement pour dire que l'année 2022 est une année donc qui a permis de capitaliser de grands acquis, et il faut continuer dans cette voie. Parfait. Nous avons parlé du cas de l'Espagne, du cas des États-Unis, de leur position concernant le dossier du Sahara marocain. Zakaria Boudahab, le souverain, a cité aussi, je cite le souverain, le positionnement constructif à l'égard de l'initiative d'autonomie affichée par certains pays européens comme l'Allemagne, la Hollande, le Portugal, la Serbie, la Hongrie, Chypre et la Roumanie. Expliquez-nous la position exacte de ces pays. Il y a trois éléments, à mon sens, qui doivent être ici réunis pour que nous puissions jeter un éclairage sur la position ou les positions respectives des pays que vous venez de citer. D'abord, un contexte international trouble, aggravé par des problématiques très complexes, dérèglements climatiques, la guerre en Ukraine, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, les pays sont jaugés par leur capacité et par leur résilience et leur aptitude à gérer et à gérer les transitions. Le Maroc en est d'abord partenaire clé au niveau du flanc sud de la Méditerranée par rapport à l'Union européenne, et les pays en général
qui ont, si vous voulez, adopté une position de soutien au plan marocain d'autonomie, pour la plupart sont des pays appartenant à l'Union européenne. Il y a donc cette nouvelle donne. Le second élément est, je crois, l'approche proactive du Maroc depuis au moins 2007, voire avant, et en particulier avec la proposition d'un plan d'autonomie qui cadre avec les principes et les standards reconnus en matière de démocratie, de droits de l'homme, de développement durable. Et donc, au final, on ne peut pas aujourd'hui, sur le plan opérationnel, concevoir une autre solution en dehors de ce cadre, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, a été souligné constamment par le Conseil de sécurité comme étant le superviseur principal du processus politique au niveau du SAR. Et troisième élément, je crois que c'est un investissement diplomatique extrêmement important du Maroc par rapport à des pays. L'Allemagne, bien entendu, comme pratiquement l'Espagne, ça a été rappelé par le professeur Shemi, à la suite d'une tension diplomatique, mais pas de même ampleur que l'Allemagne au final, mais après un changement de gouvernement, le départ de Mme Merkel, je crois que l'Allemagne a révisé ses cartes et redéfini sa relation partenariale avec le Maroc. D'autres pays, les Pays-Bas, la Serbie, la Hongrie, ainsi que d'autres, notamment donc, sur le plan européen, la Belgique même, qui compte un comité de soutien au plan marocain d'autonomie. Je crois que ces pays aujourd'hui sont conscients que le Maroc, au final, est dans son droit de définir et de défendre plutôt mordicus son intégrité territoriale. C'est un partenaire clé avec eux sur le plan bilatéral, mais avec l'Union européenne auquel appartient la plupart de ces pays. Donc, je vois tout simplement qu'il s'agit d'un couronnement d'actions conjuguées sur le plan multilatéral, sur le plan régional et sur le plan bilatéral aussi. Zoom maintenant sur cet extrait du discours royal du 20 août 2022. Je cite le souverain: s'agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires traditionnels ou nouveaux dont les positions sur l'affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement d'une manière qui ne prête à aucune équivoque. Fin de citation. Votre commentaire, Mostafa Shemi? Je voudrais observer d'abord ceci, pour ce qui est de Madrid et de Berlin, il y a eu une situation de tension et ça n'a été réglé que par suite de la fermeté de la position marocaine. Et ça, c'est le problème de la gouvernance diplomatique. Vous savez que c'est le souverain qui a la haute main sur la gouvernance diplomatique par statut et par responsabilité. Vous savez, et c'est la preuve que la fermeté royale a porté ses fruits, alors que je me souviens, moi, de certains échos ici et là qui disaient qu'on était fâché avec l'Espagne, maintenant avec l'Allemagne, etc., que peut-être il fallait une autre approche. C'est pas du tout. L'approche royale a été bonne, c'est-à-dire que maintenant les États à l'international savent quelle est la règle de conduite qu'il faut adopter avec le Maroc, et ça a été d'ailleurs rappelé par le souverain dans le discours du 20 août. Nous sommes juges de nos rapports maintenant avec les partenaires étrangers sur la base prioritaire de leur position par rapport à la question nationale. C'est clair et net, et je crois que c'est important que ça soit su et que ça soit montré sur le terrain. Vous avez fait référence à des ambiguïtés. Évidemment, le souverain a indiqué qu'il y avait encore des ambiguïtés chez des partenaires traditionnels. Il n'a pas cité appelé, pays, le souverain justement appelé à mettre fin à ces ambiguïtés. Mais à clarifier les positions. C'était la France, il faut parler clairement, c'était la France. Comment ? Justement, le souverain a appelé à clarifier qui était visée les essentiellement diplomatiquement, pas le souverain. D'accord, parlons de la position de la France vis-à-vis du dossier du Sahara. Parlons du cas spécifique de la France. Exactement le 16 décembre, juste pour rappel, le 16 décembre courant, le ministre marocain des Affaires étrangères a rencontré à Rabat la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui a dit que le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France. Quelle est votre lecture de ces déclarations ? Précisément sur la position de la France, je voudrais dire ceci.
C'est vrai, ça a été dit par notre ministre des Affaires étrangères, Sabrita, et par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Ça a été dit lors de la conférence de presse conjointe du 16 décembre dernier, il y a une dizaine de jours, que la France a soutenu constamment la position du Maroc à l'international, en particulier au Conseil de sécurité. Les membres du Conseil de sécurité, elle l'a soutenu depuis 2007 et même auparavant. Et les présidents français, sur ce plan-là, n'ont pas été défaillants. Avec une nuance, c'est qu'il y avait plus d'engagement, si je puis dire, pour l'histoire, il faut le dire, du président Chirac, du président Sarkozy, que du président Hollande et du président Macron. Maintenant, ce qu'on attend de la France, c'est quoi ? C'est de ne pas rester sur une position conventionnelle. La France, elle a amené à un stade conventionnel, j'allais dire diplomatique, de gestion des positions antérieures. Or, il y a des données nouvelles maintenant pour la question nationale, il y a des avancées et la France ne peut pas les ignorer. Quelles sont ces avancées ? Celles des États-Unis, on en a parlé, celles de l'Espagne, celles de l'Allemagne, d'autres pays, etc. Savez-vous que 84% des 193 pays de l'ONU reconnaissent sous une forme ou une autre la marocanité des provinces sahariennes et soutiennent ce point de vue-là. Savez-vous que le Conseil de sécurité a adopté sur ce plan-là toutes les résolutions, la dernière, la 2654, avec 13 voix, l'abstention du Kenya et de la Russie. Ce qu'on attend de Paris, c'est de ne pas rester sur une position figée et de s'aligner sur des avancées qui ont été enregistrées à propos de la question nationale. Alors, sur ce plan-là, pour l'instant, il n'y a pas encore de signe. Il y a une reprise des relations diplomatiques, puisqu'il y a eu la visite de la ministre des Affaires étrangères. Il y a l'idée d'un réchauffement des relations entre les deux pays, par suite en particulier de la politique des visas qui a été appliquée à l'endroit du Maroc. Mais le Maroc attend plus, c'est-à-dire que la France, compte tenu du fait que c'est un partenaire privilégié, d'exception, comme ça a été dit par la ministre française des Affaires étrangères, que ce partenaire d'exception donc réévalue sa position en procédant à une sorte d'alignement sur la position de Madrid, sur la position de Berlin et évidemment sur celle des États-Unis. D'accord. C'est ça le gage de l'engagement de Paris sur la question nationale. D'accord, et le Maroc est extrêmement en veille sourcilleuse sur cette question. D'accord, on a parlé des positions des États-Unis, de l'Espagne, de la France, d'autres pays européens, mais il faut noter aussi qu'une trentaine de pays ont déjà ouvert des consulats dans les provinces du sud du royaume, notamment des pays africains. Je cite un extrait du discours royal. Les positions de nos frères d'Afrique sont un réel sujet de fierté pour nous, puisqu'environ 40% des États africains relevant de 5 groupements régionaux ont ouvert des consulats à Lyon et à Dakhla. Qu'est-ce qui a contribué d'abord à cette prise de conscience de plus en plus importante au sein du continent de la pertinence de la proposition marocaine d'autonomie, Zakaria Boudahab ? Il y a eu une progressivité dans la démarche marocaine. Depuis pratiquement 2000, Sa Majesté le Roi a lancé la nouvelle politique africaine du Maroc, et notamment à travers l'annulation de la dette africaine des pays les moins avancés à l'égard du Maroc. Cela est très important, c'était au Caire, à l'occasion de la tenue de la FOCAC, c'est-à-dire le Forum Chine-Afrique, et au-delà. Donc on a consolidé des relations bilatérales. Le Maroc a bien préparé son retour à sa famille institutionnelle. C'était en 2017, mais bien avant, Sa Majesté a fait la tournée, une tournée majeure dans pas mal de pays. Et ces tournées ont concerné plusieurs régions de l'Afrique, notamment l'Afrique dite de l'Ouest, bien entendu, qui compte une communauté qui s'appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci dit, c'est le résultat d'un investissement diplomatique majeur propulsé par Sa Majesté, mais c'est une diplomatie qui est totale, intégrale. Elle est spirituelle, elle est économique, elle est politique, elle est sécuritaire, elle est humanitaire. Par exemple, la diplomatie vaccinale récemment avec la Covid-19 et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'abord, je crois, deux choses. Ça acte la marocanité du Sahara, donc sur le plan juridique au regard de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et au regard de la Convention de Vienne également sur les relations consulaires de 1963. C'est une expression qui est très claire
de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, et ça exprime deuxièmement l'attractivité territoriale des provinces du Sud, et donc c'est une région qui est aujourd'hui connectée au monde, avec un port en cours de construction et avec des projections. Et ça va, à mon sens, non pas dans un sens vertical, mais également dans un sens horizontal, dans le sens où, si on prend par exemple les États-Unis, il y a quelques mois, avaient lancé une sorte de plateforme précisément pour drainer l'investissement américain et l'ouvrir sur d'autres participants, entre autres de l'Afrique subsaharienne. Donc on voit qu'il s'agit là d'une vision qui est bien agencée, bien pensée, qui porte ses résultats sur le terrain, et ça permet encore au Maroc d'élargir par ricochet le cercle des partenaires, notamment qui comptent au niveau du continent africain. D'accord. Pour reprendre vos mots, professeur Zakaria Boudaheb, une vision qui porte ses fruits. On rappelle ce chiffre, 40% des États africains ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud. Que faut-il faire, professeur Mustapha Sahimi, pour convaincre les autres pays du continent à participer à cette dynamique que connaît le dossier du Sahara marocain à l'international ? Il y a une action à entreprendre à deux niveaux. D'abord, continuer sur le plan diplomatique devant les instances internationales à expliquer le bien fondé de la position marocaine sur la question nationale. Et il y a là une dynamique, il y a là des avancées qu'il faut mettre davantage en relief qui sont importantes. À côté de ça, il y a le bilatéral. C'est une addition de relations bilatérales qui a conduit à cela. Donc il faut approcher un certain nombre de pays au plan bilatéral pour leur expliquer les nouvelles données de la question nationale. Et il y a là une dynamique. Nous sommes à près d'une trentaine de consulats généraux à Dakhla et l'Ayoun. Et pourquoi on ouvre un consulat général dans un pays ? Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des ressortissants, il y a des intérêts des sociétés. C'est pour ça qu'il y a des consulats, parce que vous savez, les missions consulaires ont cette fonction de gestion des intérêts et des ressortissants des pays concernés. Donc il y a là une dynamique qui va se développer. Vous allez voir qu'en 2023, il y aura encore d'autres créations de consulats généraux à Dakhla et l'Ayoun. Et c'est important, c'est-à-dire c'est une diplomatie territoriale, consulaire plus exactement, qui vient exprimer et conforter en même temps la diplomatie des États. D'accord. Et donc sur ce plan-là, il y a des choses à attendre pour l'année 2023. Parfait. Cette dynamique concerne aussi, elle concerne des pays de tous les continents, dont des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Quelle lecture peut-on faire, Zakaria Boudaheb, de la position de ces pays tout particulièrement ? Le Maroc a compris, par processus de maturation diplomatique et stratégique, qu'il avait aussi intérêt à percer diplomatiquement des pays qui traditionnellement étaient alignés sur la position des ennemis, il faut le dire, de l'intégrité territoriale du Maroc. L'Amérique latine, il y a eu des ouvertures, et là, il faut saluer, il ne faut pas oublier que Sa Majesté avait visité ces pays en 2005, un certain nombre de pays qui comptent sur l'échiquier régional, et au-delà, je crois, une réflexion a été lancée pour précisément créer du contenu. La diplomatie parlementaire est venue aussi à la rescousse pour propulser, ou plutôt ouvrir des brèches dans le cadre de ces régions. Je crois que même le Parlement de l'Amérique centrale avait conclu des accords de collaboration et de coopération avec le Parlement marocain, notamment la Chambre des conseillers, voire même a adopté une résolution en faveur du plan marocain d'autonomie, plus bien entendu les Caraïbes. On voit, on va dire, une sorte de cartographie qui reflète la diversification des partenaires du Maroc, quelle que soit leur taille économique, quelle que soit la taille de leur géographie. Ce qui compte précisément, c'est d'abord, je dirais, une sorte d'approche numérique, mais en même temps, identifier un peu les zones de blocage. Parce que traditionnellement, on le sait, encore une fois, et c'est malheureusement, d'autres pays adoptent encore des positions qui ne sont pas, bien entendu, positives par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc. Mais je crois que le processus est enclenché et on peut se réjouir que désormais, même au niveau de l'Amérique latine, que ce soit l'Amérique centrale, que ce soit l'Amérique du Sud, que ce soit les États des Caraïbes d'ailleurs, qui comptent aussi des organisations régionales très importantes, que maintenant le processus est en marche pour consolider le lien partenarial avec ces pays et ces régions.
D'accord. Professeur Zakaria Boudaheb, il y a 2 ans de cela, pratiquement jour pour jour, on faisait le point dans le plateau de Rabat avec professeur Mustapha Sahimi sur ce qui a été réalisé dans le dossier du Sahara marocain. 2 ans plus tard, que pouvez-vous nous dire, Mustapha Sahimi, sur l'évolution du dossier du Sahara, brièvement? Une capitalisation, des avancées, et il faut continuer à se mobiliser avec le soutien évidemment de l'opinion publique internationale, des instances internationales. Il faut travailler sur la base des résolutions du Conseil de sécurité qui sont favorables au Maroc, là, notamment la dernière qui est allée encore plus loin que la précédente. Et je crois que l'opinion publique internationale sait maintenant qui veut quoi, qui dit quoi, et ça montre de nouveau l'isolement du pays voisin, parce que le problème qui est posé, c'est quoi? C'est le problème des relations avec l'Algérie, et la position de l'Algérie est tout à fait rejetée par la communauté internationale. Pourquoi? Parce que, l'Algérie, le mouvement séparatiste, évidemment, l'Algérie qui avait participé aux 2 tables rondes sous les auspices des Nations Unies, de l'envoyé personnel en décembre 2018 et mars 2019 en Suisse, dit maintenant que cette formule des tables rondes est contre-productive et obsolète. On se demande bien pourquoi. 2, elle refuse de donner suite à ce processus. Le mouvement séparatiste ne respecte plus le cessez-le-feu depuis novembre de 2020. Et donc voilà l'Algérie, le mouvement séparatiste qui se mettent hors champ des décisions. Voilà, les séparatistes et l'Algérie hors champ des décisions, des résolutions de l'ONU. Merci beaucoup, professeur Mustapha Sahimi. Votre idée claire. Voilà donc pour cette première partie de questions d'actu consacrée à la question du Sahara marocain. On revient sur le plateau dans quelques instants pour poursuivre cette émission. Dans son discours du 69e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, le roi Mohamed VI a souligné que le Maroc dispose d'une communauté estimée à quelques 5 millions d'individus, auxquels s'ajoutent des centaines de milliers de juifs marocains à l'étranger, tous disséminés aux 4 coins du monde. Le roi Mohamed VI a rappelé l'engagement des MRE à défendre les intérêts supérieurs de la mère patrie malgré les problèmes et les difficultés qu'ils affrontent. Professeur Mustapha Sahimi, quelles sont ces difficultés auxquelles font face les Marocains du monde aujourd'hui? D'abord, de nouveau, le souverain témoigne de sa sollicitude particulière à l'endroit de cette communauté. Ce n'est pas la première fois, ça a été dit dans différents discours, et vous savez l'intérêt, la place qu'il accorde aux questions migratoires, alors aux conditions de vie, de travail, de séjour de nos compatriotes à l'étranger. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a les politiques publiques. Je suis de ceux qui relèvent le décalage entre le discours public du gouvernement et des autres décideurs et la réalité. Prenez tout ce que disent les partis politiques sur la communauté marocaine à l'étranger. Tous, évidemment, ne manquent pas de rendre hommage à cette communauté, à son intégration, à sa ferveur patriotique, etc. Simplement, quand ils sont au gouvernement, quelles mesures sont prises? Eh bien, pour l'instant, nous en sommes là, à telle enseigne que le souverain, de nouveau, remet en chantier ce dossier de la place et du rôle de cette communauté dans le développement et dans la consolidation des acquis et de la démocratisation. Pourquoi je dis ça? D'abord pour ce qui est du développement. La migration marocaine à l'étranger, notre communauté est une communauté qui compte des compétences. Ça n'est plus la communauté d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. J'invite les téléspectateurs à voir et à lire le tout dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental qui a été publié il y a une dizaine de jours, qui fait le point, enfin, sur la situation de cette communauté, parce qu'on n'avait que quelques chiffres, quelques indications. Là, enfin, on a une étude globale sur les multiples aspects de cette communauté. Qu'est-ce qui apparaît?
il apparaît un certain nombre de faits que c'est des compétences. Plus de la moitié des MRE, des Marocains du monde maintenant, sont de niveau universitaire. D'accord. C'est extrêmement important. On va parler des compétences. 30% sont de niveau secondaire. On va parler plus en détail des compétences marocaines. Je finis, si vous le permettez. C'est pour dire qu'il y a là un potentiel qui n'est pas valorisé. Deuxième point, c'est la place de cette communauté dans le développement. C'est ce qui a été relevé par le souverain. Qu'est-ce qui est fait de manière spécifique pour faire participer cette communauté qui a un capital, qui a des valeurs, qui a des potentialités. D'accord, quelles sont ces difficultés, professeur Srimi? Quelles sont ces difficultés, justement? On va arriver au message du roi Mohamed VI, donc adressé à toutes les parties concernées, mais quelles sont ces difficultés concrètement auxquelles font face les Marocains résidant à l'étranger? Ces difficultés sont évoquées dans l'enquête à laquelle je fais référence du Conseil économique, social et environnemental, et elles sont intéressantes. Il y a d'abord des difficultés, des insatisfactions pour ce qui est de l'éthique, ce qu'ils appellent l'éthique, c'est-à-dire la corruption, l'abus de pouvoir, le clientélisme. Oui, ils sont confrontés à ces mots-là. MAUX à ces mots-là. Deuxièmement, les difficultés administratives, difficultés de toutes sortes qui ne sont pas spécifiques évidemment à cette communauté, mais eux aimeraient bien que ces difficultés administratives soient surmontées. Troisième point, ils ne trouvent pas toujours des opportunités d'investissement dans le royaume. Pour ça, il faut que les banques définissent des produits spécifiques. Il faut qu'elles leur accordent une place dans le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Et pourquoi pas un fonds spécifique pour des investissements des MRE qui entreraient dans le cadre de la politique générale de ce fonds de Mohamed VI pour l'investissement. Et puis, il y a aussi le cadre de travail, le problème du foncier, le problème de l'accès à la justice. Combien d'affaires intéressant les Marocains du monde font l'objet de spoliation sans qu'il y ait beaucoup d'avancées dans le traitement judiciaire de ces affaires-là. Donc c'est tout cela qu'il faut revoir. Et pour ça, je voudrais dire ceci. On s'occupe de manière ponctuelle des Marocains du monde, il n'y a pas encore une stratégie. Il faut espérer donc que l'appel... C'est à quoi appeler le roi Mohamed VI? On va parler des stratégies, d'un dispositif plus particulièrement. Oui, professeur, le souverain a souligné qu'il faut fournir plus d'efforts pour adapter le cadre législatif en place et les politiques publiques. Safa Srimi, vous avez parlé de ça, de ces politiques, pour répondre aux attentes des MRE et pour faciliter les procédures administratives. Zakaria Boudaheb, qu'est-ce qui est en train de se faire aujourd'hui sur le terrain dans ce sens en faveur des compétences marocaines de l'étranger? On ne peut ignorer le travail, c'est vrai, considérable qui a été mené par les instances représentatives des Marocains du monde. Il y a plusieurs institutions, bien entendu, dont certaines ont une valeur constitutionnelle, mais également les départements ministériels, du temps même d'un ministère dédié aux Marocains résidents de l'étranger qui finalement a été reversé au niveau du ministère des Affaires étrangères depuis quelques années. Mais Sa Majesté le Roi appelait d'abord à une révision du cadre représentatif des Marocains résidant à l'étranger. On a eu l'occasion déjà sur le plateau de Midi 1 de parler de la question d'abord de la participation politique qui, elle, est prévue au niveau constitutionnel depuis 2011, mais elle n'est pas opérationnelle. Ça pouvait donner aux Marocains du monde des courroies de communication leur permettant d'être présents, si vous voulez, et défendre également leurs intérêts, discuter des problématiques qui les interpellent. Deuxième aspect, je crois, la mise à niveau ou l'actualisation d'un certain nombre de lois, de réglementations. Ça a été rappelé par Sa Majesté dans le discours du 20 août 2022. Donc il y a, si vous voulez, nécessité de mettre à jour un certain nombre de dispositifs sur le plan de l'investissement. Ce qui a été rappelé également par le souverain lors du discours de l'ouverture du Parlement le 2 octobre
dernier, de 2022, l'ouverture du Parlement. Et par ailleurs aussi, il convient de ne pas oublier que lorsqu'on parle des Marocains du monde, on parle aussi des consulats à l'étranger. Donc la gestion de proximité, la consolidation en termes de ressources humaines, voilà un travail de diagnostic qu'il faudra à mon sens également mener pour permettre aux Marocains du monde de jouir d'une certaine fluidité en termes de procédures, quand il s'agit d'investisseurs ou quand il s'agit de citoyens qui voudraient renouveler leur passeport, leur carte d'identité, etc., etc. Il faut donc, comme l'avait souhaité le souverain, d'élaborer une véritable politique publique avec une programmation, budgétisation, une évaluation, une implémentation selon une approche processuelle. Je crois qu'au départ, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a bien démarré son travail, les larges consultations avant sa constitution. Il faudra peut-être aujourd'hui revoir les choses et redynamiser cette question-là parce qu'elle est vitale. Comme vous avez dit, 5 millions de Marocains à l'étranger, sans compter bien entendu les Marocains de confession juive, qui est une fierté pour le Maroc et une communauté marocaine extrêmement importante et intégrée à la culture marocaine, bien entendu. D'accord, le souverain a appelé à la création d'un mécanisme qui aura pour mission d'accompagner les compétences et les talents marocains à l'étranger, d'appuyer leurs initiatives et leurs projets. Aussi, ce dispositif permettra in fine de mieux connaître les profils, d'interagir en permanence avec eux. Le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli, a présidé à Rabat le 6 décembre courant la première réunion du comité thématique de la promotion de l'investissement des Marocains du monde. Professeur Mustafa Chehimi, quelle serait la plus-value de ce dispositif? Comment devrait-il fonctionner? Écoutez, je vais être moins nuancé que mon collègue et ami et dire les choses peut-être avec plus de netteté. Il y a une volonté royale réitérée d'accorder à cette communauté la place qui lui revient. C'est une communauté importante de 5 100 000 personnes recensées. Il y en a encore 500 600 000 qui n'ont pas été recensées pour différentes raisons, mais le chiffre officiel donné, c'est 5 100 000. Il faut faire quelque chose, il faut faire plus et mieux en faveur de cette communauté. C'est le vœu et c'est l'orientation du souverain. Maintenant, il y a des commissions. Il ne faut pas oublier que c'est une communauté qui participe à peu près à près de 100 milliards de dirhams cette année. On ne va pas être loin pour ce qui est donc des transferts MRE. C'est le premier poste dans la balance des paiements. C'est important. Bien. Deuxième chose, il faut lui offrir des projets spécifiques. Des projets spécifiques, mais un cadre. La revendication qui est posée, c'est qu'il y ait un cadre institutionnel, le souverain a parlé de mécanismes, ad hoc, dédié précisément aux projets pouvant accrocher l'intérêt des Marocains du monde et pouvant s'insérer dans les projets nationaux. Est-ce que c'est le cas? Il faudrait, par exemple, des chambres de commerce spécifiques d'un certain nombre de régions, notamment là où nous avons une grosse communauté. C'est proposé par le Conseil économique, social et environnemental. Il faut aller plus loin aussi. Il faut que la CGEM se préoccupe davantage des possibilités de partenariat et d'attractivité de toute cette communauté qui a des projets, qui a un capital, qui a des idées. Vous savez, il y a des centaines et des milliers de start-up. Dernier point qu'il faut régler, il faut un cadre institutionnel spécifique. Et puis, il faut bien le dire, il faut accorder à cette communauté la pleine citoyenneté. Ça n'est pas le cas. La pleine citoyenneté, c'est quoi? Ils sont électeurs, ils sont éligibles, évidemment, mais pour être éligibles, il faut qu'ils soient résidents ici, ce qui est impossible. Et on n'a pas réglé cette histoire, cette problématique de la représentation institutionnelle et politique de cette communauté. C'est des pays, il y a 15 pays qui ont des communautés, je finis si vous le permettez. Oui, il y a très brièvement, professeur, parce que notre émission touche à sa fin. Cette situation-là, qui ont réglé ça. Très brièvement. Il faut une place politique à réserver à cette communauté dans les instances constitutionnelles et en particulier au Parlement.
D'accord, alors votre réaction, professeur Zakaria Aboudahab, très brièvement, encore une fois, concernant ce mécanisme, que faut-il faire, comment doit-il fonctionner à votre avis pour qu'il soit efficace, bien sûr, en faveur des Marocains résidant à l'étranger? On se rend compte que nous sommes à la 3e et la 4e génération, donc des Marocains du monde, et 5 millions, ce n'est pas rien, c'est extrêmement important. Au-delà du fait qu'il s'agit d'une source et d'une manne pour des transferts d'argent et de fonds, mais aussi c'est une fierté sur le plan diplomatique et sur le plan de la représentativité du Maroc. Moi, je crois qu'il faut garder toujours cette épopée de l'équipe marocaine qui est aussi constituée des citoyens du monde qui sont nés même à l'étranger, mais le plus important, c'est qu'ils ont gardé le lien affectif avec leur pays, le Maroc. Je crois là que nous sommes à la veille peut-être du lancement de nouveaux chantiers et j'espère que le gouvernement, avec les autres acteurs, parviendront précisément à capitaliser cette communauté extrêmement riche pour les Marocains et pour aussi leur pays de résidence. D'accord, et avant de se quitter, je rappelle très rapidement ces chiffres. Alors, le nombre de la communauté des Marocains du monde est estimé à près de 5,8 millions d'individus. Elle est une des plus importantes diasporas au niveau mondial. Son nombre a été multiplié par 3 en 20 ans. Elle est répartie à travers le monde, mais demeure fortement concentrée en Europe. On note aussi que les MRE contribuent très fortement au développement du Maroc puisque leur transfert continue de croître et devrait dépasser en 2022 les 100 milliards de dirhams. On arrive donc à la fin de cette édition de Questions d'actu rétrospective 2022. Je tiens à remercier bien évidemment nos chers invités, Mstafa Srimi, professeur de droit et politologue, et Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales, Université Mohamed V de Rabat. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez sur Made in TV, l'info continue.